ce qu'a sorti la ministre de l'Environnement l'an dernier, au mois de septembre, la mission culture du risque et la feuille de route sur la culture du risque. Je pense que c'est important de se connaître, de travailler ensemble, de savoir ce que vous faites. Moi, je le suis depuis un petit moment, l'expliquer et peut-être ensuite trouver des idées pour améliorer, travailler ensemble, améliorer la culture, trouver des outils pour que plus de gens soient concernés. En tout cas, avec votre baromètre qui est là depuis plusieurs années, c'est des choses qui sont intéressantes parce qu'on voit les évolutions, en plus, les évolutions des uns et des autres. Je vous ai dit d'expliquer tout ça. Je pense en tout cas que cette intervention est très intéressante pour le CIPRE. Alors, je ne vais peut-être pas tout de suite parler de l'AFPCL, on en parlera tout à l'heure, mais une structure nationale qui va travailler sur la culture du risque. On est extrêmement intéressé par ça. Je vais vous laisser la parole pour que vous expliquiez tout ça et comment vous travaillez, ce que vous faites et quels sont les éléments qui sont disponibles et surtout ces évolutions, parce que c'est surtout ça qui nous intéresse aussi, ces évolutions de la sensibilité des gens sur ce qui les entoure. Très bien, très bien. Je vous remercie très vivement pour votre invitation. Ce que je disais à Élodie Paya tout à l'heure, c'est vu les thématiques auxquelles s'intéresse le CIPRE, effectivement, le baromètre me semble être un outil qui pourrait vous être très utile. Et donc, je suis absolument ravie de venir partager avec vous, d'une part, les résultats de l'édition 2021 et d'autre part, essayer de vous livrer de manière assez transversale tous les éléments que vous pouvez trouver dans le baromètre pour ensuite vous permettre d'aller vous-même regarder toute une série de données. Et éventuellement ensuite, on pourra envisager de voir quelles sont les pistes de travail, de collaboration sur toute une série de thématiques. Je vais faire un partage d'écran. J'ai préparé une présentation. Donc ma présentation fait 40 diapositives. Juste une seconde, Oui. je t'interromps. Oui. Il y a du monde qui est connecté, qui est intéressé évidemment par ça. Je n'ai pas présenté, il y a des gens autour de la table ici, en particulier Ghislaine Verriès qui est à côté de moi. Vous allez voir, j'espère que je vais pouvoir remettre la caméra panoramique, qui travaille sur une mission interrégionale sur les inondations et qui va travailler, je pense, dans les semaines qui viennent sur une structure nationale sur le sujet justement de la culture du risque. Donc, je pense qu'on aura un dialogue assez intéressant pour tout ça. Je pense qu'il est important qu'on se connaisse parce que justement l'objectif est bien de partager les avis, les préoccupations et les demandes des uns et des autres. Et vous parlez du CIPRE, mais j'ai parlé un peu de l'AFPCN, mais je crois qu'on en reparlera tout à l'heure. C'est un des objectifs aussi de la DGPR, le ministère de la Transition écologique, de faire justement de la culture du risque un enjeu national. Voilà, je vous laisse continuer. Excusez-moi de vous avoir interrompu. Non, pas de souci. Le contexte est toujours très, très intéressant et l'IRSN, et mon directeur de la stratégie et moi-même avons participé à des réunions avec la DGPR justement en amont de ces travaux sur la culture du risque pour les aider à déterminer le périmètre de leur mission. Donc, je suis tout à fait familiarisée avec et tout à fait prête à participer à ces travaux. Donc, on est sur la même longueur d'onde là-dessus. Oui, donc j'ai une présentation qui fait 40 minutes. Je passerai 40 diapos. Je passerai peut-être rapidement sur certaines d'entre elles. Je ne regarderai pas la conversation pendant que je présente, donc s'il y a des questions pendant que je présente, n'hésitez pas à me le signaler. Si vous voulez qu'on passe plus vite sur certaines choses, là encore, n'hésitez pas à me le dire et puis on pourra y revenir après. C'est vraiment pas un souci, donc n'hésitez pas à me couper la parole, hein, je m'offusquerai pas du tout. Je vais passer maintenant en partage d'écran. Voilà. Voilà. Donc je me présente, Ludivine Gilly, je travaille à l'IRSN. Ça fait 4 ans que je coordonne le baromètre et au sein de l'IRSN, le baromètre est maintenant hébergé à la direction de la stratégie.
puisque c'est pour l'IRSN un outil stratégique qui aide, parmi d'autres outils à déterminer certains axes, programmatiques, de l'institut puisque, l'IRSN est l'expert public du risque nucléaire et radiologique et à ce titre-là, nous avons une mission, d'appui à, l'évaluation et à la mitigation, du risque nucléaire et radiologique. Et donc le baromètre est un outil pourquoi? Parce qu'il nous permet de, en étudiant le risque et sa perception, de mieux comprendre et donc de mieux gérer le risque. Mais je vais y revenir un peu plus précisément. Ce baromètre, il a 30 ans d'histoire en tant que tel, c'est-à-dire que le premier véritable baromètre est sorti en 1990. Et depuis 1990, il permet un suivi de l'opinion des Français sur la perception des risques de manière générale, que ce soit des risques naturels, des risques sociaux, mais aussi environnementaux et technologiques. Il assure également un suivi de l'opinion sur la science, le regard que les Français ont de la science, et évidemment, puisque nous sommes l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, nous avons un tropisme plus appuyé sur les sujets nucléaires. Heu, le baromètre, donc c'est 30 ans de baromètre en tant que tel, il est aussi l'héritier d'enquêtes d'opinion qui étaient plus anciennes, les plus anciennes remontant à la fin des années 70, mais qui n'étaient à l'époque pas structurées sous forme de baromètre. Depuis qu'on a un baromètre, eh bien, pour que le baromètre fonctionne, vous mentionniez tout à l'heure l'intérêt d'avoir une évolution, de suivre l'évolution. Pour qu'on ait accès à cette évolution, il faut garder un tronc commun dans les questions que l'on pose pour pouvoir, suivre l'évolution des réponses à des questions qui restent identiques. Donc on a un tronc commun dans le baromètre, mais puisque la société évolue au fil des ans, il est important aussi, de faire évoluer certaines questions. Certaines vont devenir caduques et dans ce cas-là, on va les abandonner et on va les remplacer par d'autres questions qui vont prendre en compte des problématiques, des sujets de société, des risques, qui n'étaient pas pris en compte, par le passé. Un exemple, c'est les perturbateurs endocriniens. En 1990, ce n'était pas un sujet. Ils ont été ajoutés dans le baromètre en 2014. Et donc, comme je le mentionnais brièvement, ce baromètre poursuit plusieurs objectifs. Le premier étant de créer de la connaissance. Voilà, depuis plus de 30 ans, il permet un suivi de l'opinion que les Français ont de tout un ensemble de risques. C'est un outil de recherche en sciences sociales qui permet de mieux comprendre la perception des risques par les Français grâce à ce suivi longitudinal et mieux comprendre en particulier la perception que les Français ont des sujets nucléaires et de la sûreté nucléaire, comprendre l'image du nucléaire et comme je le disais, l'objectif ultime, c'est quand même mieux comprendre pour améliorer la gestion des risques. Risques en général, en aidant, nos partenaires et l'ensemble des personnes qui souhaitent se saisir des, sujets du baromètre à, s'intéresser aux résultats du baromètre, mais ça nous permet aussi, nous, en nous saisissant nous-mêmes de ces résultats, d'essayer d'améliorer la gestion des risques nucléaires. Je viens maintenant à l'aspect méthodologique. Donc l'enquête du baromètre est réalisée le baromètre existe depuis 1990. Depuis 1997, l'enquête est réalisée à l'automne, tous les ans. Aujourd'hui, auprès d'un échantillon de 2000 Français âgés de 18 ans et plus. C'est la deuxième année, que cet échantillon est aussi large. Auparavant, l'enquête était menée auprès d'un échantillon de 1000 personnes, seulement si on peut dire, mais c'est la marge que l'on considère en général pour les études, statistiques quantitatives pour un seuil de représentativité suffisant. Et auparavant également, avec ce seuil de 1000 personnes, l'enquête était menée en face à face, c'est-à-dire que les enquêteurs se déplaçaient au domicile des personnes interrogées. Depuis 2 ans, confinement aidant, difficulté de mener des enquêtes en face à face aidant, nous sommes passés à une enquête réalisée en ligne
le coût de ces enquêtes est inférieur et du coup, ça nous a permis, pour compenser un peu, de doubler la taille de l'échantillon. Le terrain d'enquête dure 1 semaine et il a été réalisé pour cette enquête, d'ailleurs je vois une coquille ici, c'est pas novembre 2021, c'est novembre 2020, pour le baromètre 2021. On a chaque année un décalage entre le moment de l'enquête qui est à l'automne, puisqu'il nous faut bien le temps d'analyser, de produire avec notre partenaire, éditeur l'ensemble des graphiques, puisqu'on a une annexe graphique qui fait 150 pages et donc ça demande beaucoup de temps pour, préparer tous ces graphiques d'évolution. Le questionnaire, dure environ sur internet une vingtaine de minutes. Le baromètre 2021, comment se présente-t-il concrètement? Il a 3 composantes, et demie dirons-nous. Le baromètre en tant que tel, ce qu'on appelle le baromètre, c'est, l'analyse. L'analyse, c'est-à-dire, c'est l'IRSN qui analyse les résultats de l'année et qui va, dans un document d'une cinquantaine de pages, sortir les éléments qui lui semblent les plus pertinents à, souligner pour l'année en, proposant, un nombre de graphiques limité, mais adapté à la mise en relief de telle ou telle thématique, pertinente. L'annexe, les graphiques, 150 pages qui comportent le questionnaire dans son intégralité et l'ensemble des résultats, donc les courbes d'évolution, les résultats de l'année et les courbes de l'évolution pour l'ensemble des questions proposées. Et depuis l'an dernier, nous proposons cette annexe de 150 pages en anglais. C'est ça le 0,5. Et enfin, le site internet que je vous invite à aller consulter. Sur ce site internet, vous trouvez quoi? Vous trouvez en accès libre, gratuit, toutes les éditions historiques du baromètre depuis 1990 qui sont téléchargeables. Vous trouvez des articles qui sont, rédigés sur, les sujets, les enquêtes, qui peuvent être produites, par des chercheurs, par d'autres institutions sur des sujets, qui sont suivis par le baromètre. Et vous trouvez également la base de données dans laquelle vous avez tous les résultats depuis 1990, voire certains résultats antérieurs au baromètre, à des questions partielles. Et donc, vous pouvez générer vous-même des courbes d'évolution pour l'évolution de tel risque, pour la réponse à telle question. Et vous pouvez même réaliser des tris croisés, c'est-à-dire regarder, par exemple, quelle a été en telle année la réponse des hommes et des femmes à la question, niveau de risque, associé aux pesticides. Voilà, vous pouvez faire, plein de choses là-dessus, donc je vous incite à aller voir ce site. Encore un mot de contexte avant de plonger dans les résultats du baromètre 2021. Comment est-il structuré? Nous avons un questionnaire qui est déroulé, d'une certaine manière et qui est stable auprès des personnes interrogées, puisque pour pouvoir comparer les résultats, il est important de garder la même séquence parce que, si on pose une question avant une autre, cette question peut influencer la réponse à la suivante. Et donc selon l'ordre des questions que l'on pose, si l'on modifie trop cet ordre, on peut créer des discontinuités dans les résultats du baromètre. Donc on est extrêmement précautionneux sur les ajouts de questions et sur l'endroit dans le baromètre auquel on insère, dans le questionnaire du baromètre auquel on insère les questions. En revanche, dans la présentation, on garde une cohérence thématique. Et donc dans le baromètre 2021, et ce sera la même structure dans le baromètre 2022, nous avons d'abord une première partie qui est relativement brève et qui porte sur les préoccupations principales actuelles des Français, donc de manière très générique. Ensuite, nous nous penchons sur le regard que les Français portent sur la science, l'expertise, mais aussi les attentes en matière de transparence, d'accès à l'expertise. Nous avons des points de vue extérieurs, donc nous donnons les résultats de l'enquête, de la dernière enquête à certaines personnalités extérieures et nous leur demandons de nous proposer une page de points de vue sur, ces sujets-là.
Troisième partie sur les situations à risque. Donc, c'est celle-là qui vous intéressera le plus, je suppose, où là, nous balayons vraiment, je reviendrai dessus, une large catégorie de risques. Et la quatrième partie porte sur le nucléaire, la perception du nucléaire en général et de la sûreté nucléaire. Sur la première partie. Préoccupation principale des Français. Je passerai un peu vite là-dessus parce que ce sont les résultats de novembre 2020, donc ils sont maintenant un petit peu, un petit peu dépassés, mais l'intérêt principal de cette question pour nous, quel est-il? C'est de montrer que quand on pose aux Français une question sur leurs préoccupations principales, on leur propose, différentes réponses possibles, et que parmi ces réponses-là, on propose le risque nucléaire. On se rend compte de quoi? On se rend compte que ce sont d'autres sujets, des préoccupations immédiates qui vont venir d'abord, et ce qui paraît tout naturel, ce qui ne veut pas dire que le risque nucléaire ou les risques en général ne sont pas importants pour eux. Simplement, quand on leur demande de classer par priorité ce qui leur semble le plus préoccupant, ça n'est pas cette question-là qui va venir en tête. Et ça, c'est un enseignement important quand on s'occupe de gestion du risque, puisque il faut, avoir en tête que la première préoccupation, des gens va être, celle de leur quotidien. Alors en novembre 2020, que se passe-t-il? On est encore en plein milieu de la pandémie, dont on n'est pas complètement sorti aujourd'hui et donc pour la première fois dans le baromètre, on a rajouté la santé comme, proposition de réponse parmi les préoccupations principales et sans grande surprise, c'est la santé qui est arrivée en tête avec 26 des réponses, devant le terrorisme à 19 et le dérèglement climatique à 15. Et on a noté un recul des préoccupations sociales en 2020, principalement au profit de la santé, qui était à 20 les années précédentes, enfin l'année précédente et qui avait, donc ces préoccupations-là qui ont reculé à 13. Le sujet climatique, lui, était relativement stable. Je me permettrai de vous donner quelques indications au fil de la présentation sur les résultats de l'enquête 2021, celle qui sera publiée en 2022. Donc je ne les mets pas par écrit puisqu'ils ne sont pas encore sortis et je ne vais pas vous donner de chiffres précis, mais quelques indications disant que, les derniers résultats que l'on a montrent que, la préoccupation pour la santé persiste, ce qui ne surprendra personne et qu'on a une montée en puissance des questions climatiques. Alors évidemment, si on faisait l'enquête aujourd'hui, on poserait peut-être, on aurait peut-être la question instabilité géopolitique mondiale avec la situation ukrainienne qui monterait en flèche aussi. Les réponses à cette question, à cette première question sont extrêmement, contextuelles, hein. C'est du conjoncturel, et donc les réponses bougent énormément, au fil de l'actualité. Juste après oui, je vous vois, J'ai une question justement sur oui, la façon, vous dites que la façon de poser les questions, c'est important. Vous parlez de dérèglement climatique. Or, oui. Météo France nous dit depuis quelque temps qu'il ne parle pas de dérèglement, mais de changement climatique. Est-ce que simplement cette façon de, enfin, ce mot qui change, dérèglement ou changement, ça peut apporter certainement des modifications? Alors, la nuance changement, dérèglement, vraisemblablement pas. En revanche, alors, on avait auparavant le réchauffement de l'atmosphère. Et on est passé effectivement à, dérèglement climatique. On s'est posé la question entre changement et dérèglement. On a opté pour dérèglement en se disant qu'on allait davantage vers un dérèglement que vers un changement tout simple. Alors ça, c'est un choix. De dérèglement à changement, honnêtement, je pense pas que ça affecte la réponse à cette question-ci, parce qu'on est sur des sujets extrêmement généraux et que donc la personne qui serait, préoccupée par le changement climatique ne sera pas dérangée par mettre des règlements. En revanche, si on pose une question beaucoup plus précise, là effectivement, l'intitulé même, de la modalité proposée peut avoir un effet. Heu et on le verra sur d'autres questions.
plus encore que la modalité, c'est la façon dont la question est posée qui peut avoir un effet. On pourra y revenir sans problème sur les questions suivantes. La deuxième question du baromètre porte sur les préoccupations environnementales principales. Donc on pose une première question très générale, puis on pose une question sur les préoccupations environnementales. Et là, ce qu'on constate depuis plusieurs années, c'est quoi? Donc là, on repose le dérèglement climatique. Et on constate quoi? Parmi les différentes modalités que l'on propose, on voit vraiment que le dérèglement climatique s'est imposé et écrase toutes les autres propositions. 39%, et là je vous confirme que l'enquête du baromètre 2022 confirme ces tendances. Le dérèglement climatique, quasiment 40%. Et derrière, on a autour de 10-15% la disparition d'espèces animales, les dommages liés aux catastrophes naturelles, la destruction des forêts, la pollution de l'eau, la pollution de l'air. Comment est-ce qu'on interprète cela? C'est tout simplement que le dérèglement climatique est probablement vu par la plupart des répondants comme une modalité englobante, et que donc, disparition d'espèces animales, oui, s'il n'y avait pas dérèglement climatique, il y aurait probablement moins de disparition d'espèces animales, il y aurait probablement moins de dommages liés aux catastrophes naturelles, etc. Mais on voit bien que c'est cette préoccupation-là qui s'est véritablement installée. Et là, vous voyez la courbe d'évolution qui vous traduit cette évolution. On le voit bien depuis, hop, voilà. 2014, on augmente. Alors on a un léger repli en 2016 avec, on avait eu en 2016 de gros épisodes de pollution de l'air. C'est ce qui peut expliquer que cette année-là, la pollution de l'air était remontée. Mais là, on voit vraiment que cette préoccupation pour le dérèglement climatique s'impose par rapport à toutes les autres modalités proposées. Là encore, ça ne veut pas dire... Oui, allez-y. Bonjour, Ghislaine Verriest. Pour la FPCNT, je vais vous poser une question. Est-ce que aujourd'hui le questionnaire du baromètre est agile et peut faire l'objet de partenariats? Par exemple, nous, on envisage faire une enquête de notoriété sur la journée du 13 octobre, puisqu'il y a une vraie volonté de soutenir cette journée internationale et d'en faire un rendez-vous emblématique pour les prochaines années. On voudrait faire un T0. Est-ce que sur, par exemple, le questionnaire que vous allez relancer à l'automne auprès des 2000 personnes, il serait possible, en partenariat avec nous, d'ajouter quelques questions ou il n'est pas flexible et ouvert à des partenariats externes? Alors, je dirais oui et non. C'est-à-dire que, comme je le mentionnais au début, on a un gros souci de stabilité pour maintenir la cohérence des réponses d'une année sur l'autre. Mais on a une part de flexibilité pour ajouter des questions. On en retire certaines, on en ajoute d'autres. Donc, on a un petit espace de flexibilité. On n'a pas du tout la possibilité d'ajouter, par exemple, 10 questions dans l'année. En revanche, si on parle de 3-4 questions, ça, c'est une possibilité. On l'a fait cette année avec le CPREMAP. C'est un centre de recherche en économie pour les applications pratiques de l'économie. On a rajouté 4 questions même, issues d'un questionnaire que le CPREMAP pose chaque année. Donc de tels partenariats sont envisageables de manière modérée. Donc on peut tout à fait discuter avec vous dans cette optique-là, il n'y a pas de souci. D'accord, je vous recontacterai pour voir les modalités de mise en œuvre alors. Merci Ouais. beaucoup. Voilà, donc je vais passer sur cette diapo, hein. Vous voyez bien les évolutions qu'on peut constater. Hop. Voilà.
Troisième question du baromètre. Alors, je vous rassure, hein, là, on a fait 1, 2, 3. On ne va pas faire 4, 5, 6, 7 jusqu'à la 100e question. C'est simplement que là, on est sur la première partie qui est un peu plus large. Dans cette première partie, on traite également la perception des catastrophes. Alors, on a du nucléaire dedans, mais on n'est pas centré sur le nucléaire. C'est pour ça qu'on met cette question-là dans la partie plus générique. On pose cette question depuis 2005. Parmi les activités industrielles ou technologiques suivantes, quelle est celle qui, selon vous, risque le plus de provoquer un accident grave ou une catastrophe en France? Et sur cette question-là, on constate une grande stabilité des réponses. Alors, on a évidemment de petites évolutions d'année en année, mais quelle est la grande tendance qu'on constate? C'est que les centrales nucléaires arrivent toujours en premier en termes de potentiel catastrophique, autour de 30-40%. Ensuite, stockage des déchets radioactifs et installations chimiques se disputent la 2e et la 3e place. En général, ce sont les déchets radioactifs qui arrivent en second. Parfois, ce sont les installations chimiques. Dans l'enquête 2020, ce sont les déchets radioactifs qui sont juste devant. Ce qu'on note là, que vous pouvez voir et qui est confirmé cette année, par la dernière enquête, ça ne vous surprendra pas non plus, les laboratoires de recherche sur les virus. On revient sur les effets conjoncturels qui gagnent 6 points, passant de 7% à 13% en novembre 2020, forcément, avec la pandémie et la question du virus et les théories qui ont circulé, qui continuent à circuler d'ailleurs, concernant une éventuelle fuite du coronavirus dans le laboratoire de Wuhan. Voilà, ça explique pour nous pourquoi cette réponse-là est choisie à 13% en 2020. Elle est particulièrement choisie par les Français les moins diplômés. Voilà, ça c'est un élément que vous pouvez aller regarder, comme je le mentionnais tout à l'heure, directement dans la base de données du baromètre et faire vos propres croisements pour les réponses de telle partie ou telle partie de la population. Une incise ici. Pour toutes les questions sur les risques, on va trouver des déterminants relativement stables, c'est-à-dire des différences de réponse selon les niveaux de diplôme, selon la catégorie socio-professionnelle. Et pour certaines thématiques, pour le nucléaire, ça se vérifie par exemple, on trouvera aussi des différences selon les orientations politiques. Un autre facteur important qui vient de m'échapper, sur lequel c'est la catégorie d'âge. Voilà, on a vraiment niveau de diplôme et catégorie socio-professionnelle sur lesquelles on peut avoir des recoupements. La catégorie d'âge et pour certaines thématiques, les orientations politiques. Et donc, voilà, ici, vous pouvez voir l'évolution des réponses à cette question sur la perception des... Ah non, alors ça, on est sur une nouvelle question. Là, on était sur perception des catastrophes potentielles catastrophiques des différentes installations. Ici, on est sur, selon vous, quel est l'événement catastrophique parmi une liste qu'on propose le plus effrayant. Et là, on a réintégré des réponses aux années bien antérieures aux éditions du baromètre. Donc, on a 1986-87. Vous verrez qu'il y a quelques trous dans les courbes. On voit pas mal de mouvements sur l'évolution de ces courbes. Pourquoi? Parce que les modalités de réponse proposées ont changé. Dernièrement, on a essayé d'assurer un peu plus de stabilité dans les modalités proposées, mais malgré tout, on en a fait évoluer certaines. Et on voit par exemple que dans les premières années, dans les années 80, la modalité le sida a été proposée et qu'en 1988, c'est le sida qui arrive en tête avec 36% des réponses. Voilà. C'est une catastrophe qui n'est pas du même ordre, c'est une catastrophe sanitaire à l'époque, ça n'est pas du tout du même ordre qu'un accident industriel
comme l'accident nucléaire de Fukushima ou de Tchernobyl. Sur les dernières années, qu'est-ce qu'on constate? Au moment de l'accident de Fukushima, c'est l'accident de Fukushima qui passe en tête devant l'accident de Tchernobyl. Et on a une inversion 2016-2017. Et depuis 2018, c'est vraiment l'accident de Tchernobyl qui est repassé devant et qui est maintenant très largement en tête en termes d'événements catastrophiques jugés le plus effrayants. Comment on l'interprète? C'est la fameuse théorie du mort au kilomètre carré, c'est-à-dire plus un accident cause de victimes, plus il va être perçu comme effrayant, et plus un accident est proche, plus il va être perçu comme effrayant, proche dans le temps, proche géographiquement. Et donc l'accident de Fukushima a causé, alors l'accident nucléaire de Fukushima a causé très très peu de morts, directement par les rayonnements ionisants, aucun, à ce stade-là. Ce qui a causé énormément de morts, c'est la catastrophe associée. Et donc, au moment de l'accident de Fukushima, les Français ont gardé en tête le tsunami, le tremblement de terre et l'explosion de la centrale malgré tout. Donc, ils ont associé énormément de, ils ont jugé cet accident extrêmement effrayant, davantage que l'accident de Tchernobyl. Et puis, petit à petit, quand on continue à leur poser la question, l'accident de Fukushima s'éloigne dans le temps. L'accident de Tchernobyl, lui, s'est produit dans une zone géographique plus proche. Cet accident a eu des répercussions. Il a causé un certain nombre de décès dans les zones les plus proches. Il a causé des dépôts de radioactivité jusque sur le sol français. Et donc, dans l'imaginaire français, on est sur un accident qui certes est plus éloigné dans le temps, mais qui est plus proche géographiquement et qui donc va laisser plus de traces. Et donc, au fil des ans, on va très probablement constater que l'accident de Tchernobyl va rester auprès des Français plus effrayant que l'accident de Fukushima. Nous avons également posé l'an dernier une question sur les événements catastrophiques anciens, en demandant, donc ça c'était une nouvelle question, événements catastrophiques anciens, en demandant aux Français s'ils en avaient personnellement entendu parler, et de manière graduée. Oui, et je sais exactement de quoi il s'agit. Oui, et je vois à peu près de quoi il s'agit. Ou non, enfin oui, mais seulement de non. Et non, je n'en ai jamais entendu parler. Et là, bah, ça confirme un peu ce que je vous disais tout à l'heure. Quand on leur pose des questions sur les événements les plus anciens, ce sont les événements français qui vont ressortir en premier. Et d'abord, les plus récents par rapport aux plus anciens. Vous voyez que la marée noire de la Moco-Cadiz se situe en dessous de la marée noire de l'Erika et en dessous également des tempêtes de 1999 en France et du crash du Concorde. Nous voyons que l'accident de Bhopal et le tremblement de terre de Mexico de 1985 pour Mexico et 84 pour Bhopal arrivent bien en deçà. Et je mentionnais les catégories d'âge tout à l'heure comme déterminant de la perception du risque dans les réponses à certaines questions. Ici, il s'agit d'une question de souvenir sur des événements passés. Donc, logiquement, les personnes les plus âgées se souviennent davantage des événements les plus anciens. Et on a un effet du mode de passation aussi. Je vais passer rapidement là-dessus. Si vous voulez, nous pourrons revenir là-dessus plus tard. Je mentionne que là, comme je n'ai plus la vidéo en incrustation, si vous voulez m'interrompre pour poser une question, parlez, interrompez-moi, hein, n'hésitez pas. Je vais passer maintenant à la deuxième partie du baromètre. Oui. Quand même, sur Oui. votre diapo 10, vous avez parlé des catastrophes technologiques. Est-ce que vous n'avez pas une question particulière sur les catastrophes naturelles? Alors, La 10, ouais, 10. sur la précédente, oui, oui. Non, Parmi les activités industrielles.
Est-ce que vous n'avez pas une question sur les... Parce que en France, quand même, les inondations, c'est quelque chose qui est important, les feux de forêt, certainement aussi. C'est quelque chose qui touche les Français quand même, puisque dans votre discours, vous dites que ce qui est proche de chez nous, ça, évidemment, on le comprend, ça touche un peu plus les gens. Les inondations, c'est quand même quelque chose qui touche les gens, quoi. Oui, tout à fait. Alors en fait, je vais arrêter le partage 2 secondes, voilà. Effectivement, là, c'est une question qu'on pose. Alors, on est le baromètre de l'IRSN, donc on s'intéresse davantage au nucléaire et on s'intéresse davantage aux sujets industriels pour mettre en perspective avec les sujets nucléaires. En revanche, on reviendra sur ces autres sujets dans la partie 3 du baromètre qui porte sur les risques. On a l'inondation, on a les incendies de forêt, on a les canicules, etc. Mais là, pour nous, le but, c'est vraiment de mettre en relation l'activité nucléaire avec les autres activités industrielles. En revanche, les autres sujets sont traités aussi, simplement de manière différente. Voilà. Hop. Voilà. Et donc, je reprends sur la partie 2 maintenant, qui porte sur la science et l'expertise. Je vais peut-être passer un peu plus rapidement sur cette partie. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas pour qu'on se concentre davantage sur la partie 3, sur les risques. On a toute une série de questions sur la perception de la science, de l'expertise et les attentes en matière d'accès à l'information, qu'est-ce qui est justifié ou pas, de dissimuler comme information ou en tout cas de ne pas rendre public pour telle ou telle raison. Ici, une question sur l'opinion que les Français ont des experts scientifiques. De manière générale, avez-vous une bonne ou une mauvaise opinion des experts scientifiques? Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit ici que la bonne opinion domine. Même en mai 2020, où on a fait une enquête, une micro-enquête flash, on a posé 6 questions dans un questionnaire qu'on dit omnibus, c'est-à-dire qu'on a posé 6 questions IRSN dans un questionnaire qui comportait toute une série d'autres questions d'autres institutions différentes. Le but étant pour nous de faire un petit point d'information, un point de sondage sur certaines des réponses, certaines des questions que l'on pose. Et donc, là-dessus, on n'a pas été très surpris. 2 mois après le déclenchement de la pandémie, de voir qu'avec les controverses scientifiques, la cacophonie qui semblait se manifester, la bonne opinion des experts scientifiques prenait un coup. Qu'est-ce qu'on constate depuis? On constate que cette opinion remonte. De manière générale, au fil des ans, on voit que les réponses bonne ou très bonne opinion, puisque là, on indique bonne, c'est le sous-total, bonne ou très bonne opinion. On est autour de 55-60%. Donc on peut dire que c'est beaucoup ou que c'est finalement pas si important. Ce qu'on constate quand même, c'est qu'on a beaucoup de ni bonnes ni mauvaises également, et donc que le total des mauvaises ou très mauvaises opinions, lui, reste très bas. Donc on a un certain nombre de personnes qui ne vont pas forcément se positionner. On a une petite majorité ou quasiment une majorité de Français qui vont nous dire bonne ou très bonne opinion. Et on a très peu de Français qui vont nous dire qu'ils ont une mauvaise opinion. Cette année, donc enquête de novembre 2020, je vous confirme que l'opinion s'est encore légèrement améliorée par rapport aux résultats de novembre 2020. Donc il semble qu'on remonte, voilà, après le trou d'air de mai 2020, qu'on s'oriente vers un retour aux moyennes habituelles. C'est ce qu'on constate en général. C'est ce qu'on a constaté sur un certain nombre de réponses aux questions nucléaires après l'accident de Fukushima, un trou d'air après l'accident, et en fait, on regagne petit à petit, parfois en 2-3 ans, parfois en 4-5 ans, les niveaux antérieurs. L'image de la science et de l'expertise encore, avec des réponses à plusieurs questions.
Je fais confiance aux institutions scientifiques. Le développement de la science et des technologies génère plus de bénéfices que d'effets néfastes. Donc sur ces deux questions-là, les Français, là encore, hein, on a vu bonne opinion majoritaire des experts scientifiques. Et ici, 61% des Français qui déclarent faire confiance aux institutions scientifiques, avec une portion qui va nous dire qu'ils ne sont ni d'accord ni pas d'accord, qui reste d'à peu près un tiers. Et donc, encore une fois, une très faible portion des Français qui vont nous dire qu'ils ne font pas confiance. Et donc, globalement, une perception de la science et des technologies comme plutôt porteuse de bénéfices que d'effets néfastes. Les qualités attendues d'un expert scientifique. Alors, compétences, avant tout, honnêteté dans la démarche scientifique et indépendance de jugement. La réactivité, la capacité à communiquer de manière compréhensible et le fait d'être à l'écoute des préoccupations de la société civile. Quand on demande aux gens de choisir, ils vont d'abord choisir la compétence, puis honnêteté scientifique et indépendance. La place de l'expertise dans la prise de décision. L'an dernier, voilà, je parlais de questions qu'on va ajouter ponctuellement. Celle-là, on l'a gardée dans le questionnaire 2021, on la retirera à terme, mais il nous semblait intéressant de questionner les Français là-dessus. Depuis le début de l'épidémie de coronavirus de 2020, le gouvernement s'appuie sur un conseil scientifique pour prendre ses décisions. Selon vous, est-ce une bonne chose? Et nous avons 82% des Français qui nous disent oui. Nous avons aussi 57% des Français qui nous disent oui qui nous disent oui à la proposition. Les décideurs ne prennent pas assez en compte les avis des experts scientifiques. Donc là encore, une volonté de la part des Français que les décisions politiques s'appuient sur de l'expertise scientifique, voire s'appuient davantage sur de l'expertise scientifique que c'est le cas aujourd'hui. Concernant la gestion des installations à risque. Alors, la question que l'on pose ici, c'est sur le contrôle de l'impact d'une installation qui présente des risques pour l'environnement et les populations avoisinantes. Nous demandons donc en demandant un choix en premier, qui doit contrôler l'impact sur l'environnement et la santé à l'extérieur de l'installation. Et là encore, hein, nous proposons des réponses. Parmi les réponses proposées, celle qui arrive en tête, c'est un comité d'experts scientifiques avec 34% des réponses, juste devant les autorités publiques de contrôle, 27%. Et on trouve davantage en retrait les associations et organisations non gouvernementales, les élus locaux, puis l'exploitant de l'installation et un comité local de citoyens. Nous avons aussi des questions sur la perception que les Français ont de l'utilité des structures pluralistes, dans lesquelles, donc, on leur détaille un peu, dans lesquelles on va retrouver des exploitants, des représentants de l'État, des élus, et ils nous disent à 92% que ce sont des structures utiles. Une question sur laquelle on pourra revenir si ça vous intéresse, sur laquelle on a de fortes différences entre les réponses à l'enquête en face à face et dans les réponses à l'enquête en ligne. Il faut savoir que quand on a opéré notre transition entre l'enquête en face à face et l'enquête en ligne, l'année dernière, on a réalisé une double enquête, c'est-à-dire qu'on a vraiment fait, pour le baromètre 2021, donc l'enquête 2020, on a réalisé l'enquête à la fois en ligne et en face à face pour contrôler les biais éventuels. Et là, c'est une question à laquelle on a vraiment vu de fortes différences de réponses. Les Français qui se déclaraient disposés à participer eux-mêmes à des réunions d'information et de concertation sur la gestion d'une installation à risque à proximité de chez eux. Donc je ne détaille pas plus, on pourra y revenir si vous le souhaitez. Oui. J'ai une question aussi là-dessus. Oui. Dans l'enquête qui avait été faite sur les risques et la culture du risque, ces commissions multipartenariales là, réglementaires, vous dites dans votre enquête que les gens disent que c'est utile, mais
dans ce qui a été fait par ailleurs, il est dit que l'information qui sort de là, enfin, que ça fait pas partie de l'information préventive de la population. Parce qu'en réalité, ce sont des experts qui sont réunis, c'est toujours les mêmes quelque part, et en réalité, il n'y a pas de communication à l'extérieur. Il y a une grosse différence entre le contrôle ou ces commissions réglementaires qui sont quelque part très professionnalisées par rapport à la communication vers l'extérieur, par contre. Oui, oui, oui. Alors, sachant que là, la question qui est posée, c'est sur le principe. Donc, on a toujours la différence entre le principe et la réalité des choses. 92% des Français nous disent « Oui, c'est utile que ces choses-là existent ». Après, la question, c'est, on revient sur la difficulté de poser la bonne question pour avoir la réponse, non pas qu'on veut obtenir, parce que nous, on ne cherche pas à obtenir une réponse A ou B, mais comment poser la question de manière à vraiment obtenir la réponse à la question qu'on veut poser. Et ici, c'est simplement une question sur, dans l'absolu, est-ce que vous estimez que le fait que ces structures-là existent est une bonne chose ? Et ce n'est pas forcément surprenant quand on dit on va mélanger des personnes de types différents. Est-ce que ça vous semble bien ? Oui, ça me semble bien. Après, sur le rôle effectif de telle ou telle structure et sur l'efficacité pour telle ou telle mission, pour une mission d'information ou pour une mission de gestion de telle ou telle structure, là, on parle d'un autre sujet quelque part. Je suis d'accord avec vous. Oui, mais ce qui est important et intéressant, en tout cas, c'est votre troisième paragraphe. Alors, les Français se déclarent disposés à participer à des réunions d'information et de concertation. Moi, je suis agréablement surpris par ces chiffres parce que, bon, 74%, enfin, trois quarts de l'enquête en ligne, un peu moins de la moitié pour l'enquête en face à face, c'est quand même très intéressant. Par contre, quand on essaye de faire ces réunions d'information, on a quand même très, très peu de monde qui participe, alors qu'elles sont très largement médiatisées, qu'elles sont ouvertes, que les élus les portent, etc., etc. Et en réalité, entre la volonté et la réalité, je crois qu'il y a quand même un petit gap, mais n'empêche que c'est intéressant et important de dire que les Français sont disposés à participer. Alors, attention là-dessus, point de méthode. 74% dans l'enquête en ligne, c'est une forte discontinuité dans les résultats. Et ce qu'on constate, c'est pour ça que j'ai mis le deuxième résultat en dessous, 41% dans l'enquête en face à face, ce qui, je suis d'accord avec vous, est déjà beaucoup, qui représente, pour la réponse à cette question-là, une érosion continue depuis que la question a été posée en 2006. On a eu une érosion des réponses, on était à plus de la majorité des Français qui nous disaient oui, et puis petit à petit, de moins en moins. Et sur ce type de questions-là, on a des biais dans les réponses qui sont très connus. Dans les réponses, c'est les biais cognitifs. Si on demande à des gens s'ils sont prêts à faire ceci ou à faire cela, c'est le biais qu'on appelle de désirabilité sociale. C'est-à-dire que c'est bien vu de dire oui, je suis prêt à participer parce que c'est quelque chose qui bénéficie à la communauté, donc je vais dire oui. Et je vais dire d'autant plus oui que j'ai personne en face de moi qui sera prêt à me dire bah, vous avez dit que vous étiez prêt à participer, justement la semaine prochaine il y a une réunion à tel endroit, est-ce que vous voudriez bien venir ? Si on pose la question en face à face, la personne à qui on pose la question va anticiper cette potentielle question derrière et donc va être plus réticente à dire oui en craignant que derrière on lui demande effectivement de participer. Quand on pose l'enquête en ligne, la question en ligne, il y a moins cette retenue et donc les personnes se sentent plus libres de dire bah oui, c'est bien de dire ça, donc je vais dire ça. Donc là, c'est vraiment une question sur laquelle il faut faire attention aux résultats. Et attention à la conversion effective possible entre la déclaration que font les personnes qui répondent et l'effectivité de l'engagement qu'on peut attendre derrière. Voilà, donc là-dessus, on pourra revenir plus longuement dans la discussion si vous voulez sur cette question-là, mais c'est vraiment une question absolument fascinante là-dessus. Voilà. Passons maintenant voilà, à la partie 3 sur les situations à risque.
dans cette partie, nous avons 2 questions principales. La première porte sur le niveau de risque perçu par les Français dans chacun des domaines suivants. Considérez-vous que les risques pour les Français en général sont quasi nuls, faibles, moyens, élevés, très élevés? Et cette question-là est posée pour, en 2020, 31 situations à risque. C'est ce que je mentionnais tout à l'heure. 31 situations à risque, l'objectif pour nous étant de mettre en parallèle le risque nucléaire et toute une série d'autres situations à risque pour regarder comment ces différents risques se comportent les uns par rapport aux autres. Et donc, nous allons avoir le terrorisme, nous allons avoir la canicule, nous allons avoir les accidents domestiques, les inondations, les perturbateurs endocriniens, les centrales nucléaires, les déchets radioactifs. Voilà, j'en mentionne quelques-uns de nature différente. Parmi les 31 situations à risque proposées en novembre 2020, nous en avons 12 pour lesquelles les Français répondent à au moins 50% que le niveau de risque est élevé ou très élevé. Les réponses, les situations dont le niveau de risque est jugé le plus élevé par les Français, vous les voyez ici, les 5 premières, sont en novembre 2020 le terrorisme, puis le cancer, les pandémies. Je parlais tout à l'heure des ajustements que l'on fait dans le baromètre. Et bien voilà, les pandémies n'étaient pas dans le baromètre. On s'est dit qu'avec le dérèglement climatique, avec les différentes évolutions que l'on constatait depuis certaines années, les pandémies avaient quand même vocation à se répéter dans le temps. Et donc, on a décidé d'insérer cette situation parmi les situations suivies dans le baromètre. Et donc, on l'a insérée en 2020, elle est rentrée en troisième position. Ensuite, nous avions les pesticides et la pollution de l'air. Voilà. Une information de manière générale, on note que les pollutions diffuses sont un risque globalement perçu comme parmi les plus élevés. Nous avons la pollution de l'air qui est à 67% de risque élevé ou très élevé, proche de sa moyenne, moyenne enregistrée depuis 1997. Des situations plus récentes, je le mentionnais tout à l'heure, les perturbateurs endocriniens ont été ajoutés en 2014 dans le baromètre et on voit qu'en 2014, nous avions 33% des Français qui donnaient un niveau de risque élevé ou très élevé et on voit une tendance à la hausse, alors un léger creux en 2019, mais globalement la tendance est à la hausse, c'est confirmé cette année, pour atteindre, donc voilà, passer de 33% en 2014 à 52% en 2020. Nous constatons également une position niveau de risque élevé pour la pollution des sols, 58% de risque élevé. 6e position parmi 31 situations, donc légèrement en retrait, mais qui se maintient à un niveau relativement haut. Nous voyons la pollution de l'eau aussi, qui se situe à 56% de niveau de risque élevé ou très élevé, et qui est 8e parmi 31 situations à risque, donc qui est en dessous de sa moyenne qui était autour de 70% et qui va d'ailleurs remonter cette année. Un petit point d'information sur le sida. Voilà, on constate là en revanche, on a vu une petite tendance à la hausse sur les perturbateurs endocriniens. Là, vous voyez vraiment la tendance à la baisse pour le niveau de risque perçu pour le sida, 69% de risque jugé élevé ou très élevé en 1997, et depuis vraiment la tendance à la baisse pour atteindre 29% de risque perçu comme élevé en 2020, avec une tendance à la hausse à la fois de la courbe des risques moyens, mais aussi de la courbe des risques faibles, puisqu'on était à 6% de risques faibles en 1997 et qu'on arrive à 29% en 2020. Donc là, on voit bien que le sida n'occupe plus la même place. Et en termes de gestion des risques, ça peut être une préoccupation. En tout cas, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête, car si la population n'associe plus une préoccupation ou un niveau de risque élevé
au sida, le risque associé, c'est quoi? C'est d'adopter moins de précautions par rapport à la maladie et la conséquence peut être une augmentation des contaminations, même si on dispose maintenant d'un certain nombre de traitements et de moyens de prévention. Petit focus sur la perception des risques nucléaires et radiologiques. Centrales nucléaires et déchets radioactifs par rapport aux situations, à l'ensemble des situations à risque sont généralement positionnés à peu près en milieu de tableau. Les centrales nucléaires reculent et ça, c'est quelque chose qu'on constate en 2019, en 2020 et qu'on reconstate en 2021, donc on a vraiment un décrochage. Centrales nucléaires et déchets radioactifs qui sont, actuellement jugés comme, enfin, perçus comme ayant un niveau de risque moins élevé que par le passé. Alors ce niveau de risque reste perçu comme élevé, autour de 40 pour les déchets radioactifs, autour de 50 40 pour les centrales nucléaires, 50 de risque élevé ou très élevé pour les déchets radioactifs, mais pour les 2, c'est environ 10 points de moins que les moyennes enregistrées depuis les années 90. Donc niveau de risque élevé, mais perçu depuis 3 ans comme, plus faible qu'auparavant. Pour les retombées radioactives, de l'accident de Tchernobyl, on constate le même phénomène. On était à une moyenne de 47 et on est en 2020 à 35. Si on distingue, ces risques nucléaires des risques radiologiques, accidents de radiothérapie, radiographie médicale et le radon dans les habitations. Ces 3 risques-là sont, les 3 jugés comme les plus faibles parmi les 31 risques qu'on propose dans le baromètre, avec des niveaux de risque élevés ou très élevés, autour de 20. Voilà, donc c'est, avec une mention spéciale pour le radon, pour lequel vous pouvez heu, non, vous ne le voyez pas ici. Alors là, oui, parce que ça, ce sont voilà, oui. Ça, ce sont les résultats de 2020 qui était la première enquête en ligne. C'est un élément de méthodo sur lequel on pourra revenir si vous le souhaitez. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais, dans l'enquête en ligne, la première année que nous avons proposé l'enquête, nous n'avions pas de case à cocher «Je ne sais pas». Il était possible de ne pas répondre et de passer à la question suivante, mais il n'y avait pas la case à cocher et du coup, la plupart des personnes ont donné une réponse et pour le radon, lors de toutes les années précédentes, nous avions des réponses fortes. Ne sais pas, puisque la plupart des gens, enfin beaucoup de gens ne savent pas ce qu'est le radon. C'est même la plupart des gens, puisque pour avoir contrôlé le niveau de connaissance effectif des Français, on a à peu près 20 des Français qui savent plus ou moins ce qu'est le
J'entends quelque chose que je ne vois pas. Allô, allô? Alors. C'est qui? C'est vous? C'est moi? Je suis coupée. J'entends quelque chose, mais je ne vous vois plus. Alors, est-ce que vous m'entendez là? Je vous entends, mais on ne voit plus l'écran. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais déconnecter Teams. Je ne sais pas, j'ai eu un problème de PC, manifestement. Je vais déconnecter Teams et je vais le reconnecter en espérant que ça reparte. Là, on vous entend, mais on ne vous voit pas. Ouais, d'accord. Donc, je quitte et je reviens. OK. Bon, on peut pas rentrer. Allô, allô? Allô? On vous entend de nouveau. Alors, oui, simplement, j'ai l'impression que la caméra ne s'active pas. Peut-être votre partage d'écran déjà. Ah, je vais tester le partage, on va voir. J'ai pas l'impression que ça fonctionne. Est-ce que vous voyez mon écran ou pas? Non. Ouais. Bon. Bon, ce que je vous propose, c'est que je vais redémarrer mon PC parce que, à mon avis, il y a eu un bug de PC, donc ça va prendre 3 minutes et je reviens. OK, de suite.
Voilà. A priori, c'est bon. Alors, votre micro est coupé. Non, non, c'est bon, on vous voit. Ah voilà, ça y est, voilà. Bon, parfait. Bon, j'espère que ça ne se reproduira pas. Dans la mesure où tout a été redémarré, ça devrait tenir. Donc je vais reprendre la présentation. Hop. Où en étions? Ouais, voilà. Je vais reprendre. Voilà. On avait fait les risques nucléaires et radiologiques. Voilà, en disant que, risque nucléaire, centrales et déchets radioactifs étaient à peu près en milieu de tableau habituellement et que là, ils restent à un niveau élevé, mais qui sont, environ 10 points en dessous du niveau de risque perçu depuis 2019, par rapport aux moyennes historiques. Et les accidents de radiothérapie, le radon et les radiographies, systématiquement perçus, parmi la trentaine de risques qu'on suit chaque année comme les risques perçus comme les moins élevés. Risque climatique. On a un regroupement, qu'on fait de risques, alors qu'on baptise, de manière un peu facile, comme risque climatique. On y met, les inondations, la canicule, les incendies de forêt éventuellement et on constate en tout cas que pour les inondations et la canicule, nous avons et ça c'est vérifié, en 2021 encore, une hausse du niveau de risque perçu. En 2020, 52 de risque élevé pour les inondations, c'est-à-dire +9 que l'année précédente et c'est parmi les 3 points de données les plus élevés de toute la série. Nous avions 61 de risque élevé en 2002. C'est une année, lors de laquelle il y avait eu un épisode Cévenol qui avait touché le Gard, l'Hérault, de manière, particulièrement forte. Et le deuxième point de données le plus élevé était 55 de risque perçu comme élevé ou très élevé, c'était en 2014. Là encore, à la suite d'inondations importantes. Et oui? Justement, en 2020, c'est quand que vous avez fait votre enquête? Parce que les inondations la tempête Alex, c'était le 3 octobre 2020. C'est ça et en 2020, comme toutes les années depuis 99, c'était mi-novembre. Donc on a potentiellement, un effet, conjoncturel, mais malgré tout, quand le conjoncturel se répète, ça devient du structurel. Et là, en 2021, on a fait l'enquête à nouveau en novembre et c'était peu de temps après, les inondations, en Belgique et en Allemagne. Donc quelque part, le souvenir, est toujours réactivé et donc ça devient, pour moi, ça n'est plus du conjoncturel à ce niveau-là, ça devient du structurel. On constate toujours concernant les inondations, donc on a une autre question, dans cette partie 3 qui porte sur le niveau de confiance accordé aux autorités pour protéger les Français par rapport aux situations à risque. Et on constate à la fois pour les inondations et pour la canicule, la concomitance d'une hausse du niveau de risque perçu et d'une baisse du niveau de confiance associé aux autorités, pour les protéger de ces risques. 24 alors, il faut savoir que les niveaux de confiance sont globalement assez faibles et on était, donc à 24 en 2020, ce qui représente quand même moins 23 points par rapport à 2019 et moins 12 par rapport à 2018. Donc, niveau faible, mais surtout niveau plus faible, qu'avant. Idem pour la canicule, niveau de risque élevé ou très élevé, 46 en 2020, c'est +4 que par rapport à 2019. En milieu de tableau, globalement, hein, 15e, position par rapport à 31 situations à risque. Mais, notons que, on s'installe en milieu de tableau alors que la canicule auparavant était plutôt en bas de tableau en termes de de niveau de risque perçu.
par les Français, puisqu'on avait eu entre 2017 et 2019 un gain de 13 places. La confiance baisse relative, elle était en 7e position, donc plutôt haut en termes de niveau de confiance, et elle a reculé à la 11e position. Toujours là, c'est du relatif, hein, donc c'est par rapport aux autres situations. Et pour la première fois, en 2020, notons que la défiance, ce qu'on appelle la défiance, c'est quand on demande aux personnes: «Est-ce que vous avez confiance dans les autorités, pour, gérer, pour protéger les Français par rapport à ce risque?» Oui, c'est la confiance, non, c'est la défiance. Et donc nous avons 38 de réponses non contre 28 de réponses oui en 2020 pour la canicule. C'est la première fois que les réponses non sont supérieures aux réponses oui. Heu, voilà. Une question justement sur les Oui? autorités. Vous ne faites pas la Oui. distinction entre les autorités de l'État et les autorités de la commune? Parce Non. que pour ces sujets-là, en particulier sur les inondations, je pense que les gens ont quand même assez confiance dans leurs maires. Enfin, en tout cas, la proximité avec les maires pourrait peut-être sembler être un gain de confiance dans l'autorité du maire pour justement les protéger, alors que peut-être que l'État est plus loin et qu'il y a peut-être un peu moins de confiance, en tout cas. Je ne veux pas dire la défiance, mais en tout cas moins de confiance. Effectivement, et là, on touche aux limites du baromètre, c'est-à-dire que, pour avoir une stabilité dans les réponses, on est obligé de garder, le même type de questions, d'une part. On pourrait rajouter des questions supplémentaires, mais on a déjà un questionnaire qui est extrêmement long, donc si on rajoute trop de questions, on perd dans la qualité des réponses. Et de plus, si on rajoutait une question, concernant les autorités locales, par exemple, ça peut s'appliquer à certaines situations, mais pas à d'autres. Donc j'ai envie de dire que, c'est effectivement, une remarque tout à fait pertinente et qui pourrait être, développée plutôt dans un questionnaire spécifique que dans un questionnaire comme celui du baromètre. Mais effectivement, là, on touche vraiment aux limites de l'exercice. Sur pas mal de questions, on pourrait avoir de la pertinence à préciser tel ou tel sujet. Voilà, malheureusement, là, ça n'est pas forcément, possible ou pratique, en tout cas dans ces dispositions-là. Heu, donc voilà, si on se penche maintenant, donc de manière générale, sur la question de la confiance, dans les autorités, pour l'ensemble des situations à risque, on va constater que, la situation pour laquelle les Français ont le plus confiance, c'est, le sida. 41 donc vous voyez, hein, je disais que, de manière générale, les réponses «oui, j'ai confiance», recueillaient des taux de réponse relativement faibles. Voilà, le sida, c'est le taux de confiance le plus élevé et c'est 41 de réponses «oui». On a quand même 31 de ni confiance ni pas confiance. Donc le taux de réponse «oui» est supérieur au taux de réponse «non», mais malgré tout 41 seulement de «oui». On trouve ensuite en, 2020 les radiographies médicales, puis les incendies de forêt et le cancer. Les taux de confiance les plus faibles sont, principalement pour les pollutions diffuses. En 2020, ce sont les perturbateurs endocriniens qui recueillent le taux le plus faible, 16, et puis à égalité les nanoparticules et les pesticides, et on va trouver la pollution de l'air, la pollution des sols, la pollution de l'eau parmi la queue du peloton. En 2020, 53 des Français ne font pas confiance aux autorités pour les protéger contre les pandémies. 23 font confiance. En 2021, les chiffres pour les pandémies vont s'améliorer, légèrement. La confiance concernant les centrales nucléaires et les déchets radioactifs. Alors, niveau de risque perçu comme relativement plus faible depuis 2019 que les années antérieures, et parallèlement, la confiance relative par rapport aux autres situations qui s'améliore. C'est un peu l'inverse de ce qui se produit pour canicules et inondations,
où on voit le niveau de risque perçu qui augmente et la confiance qui baisse. Là, on a le niveau de risque perçu qui baisse et la confiance qui monte. Corrélation ou coïncidence, je vous laisse décider ce que vous pensez. Ce qu'on note pour les déchets et les centrales, c'est que nous avons un lien entre le diplôme et le niveau de confiance. Les Français les plus diplômés ont tendance à davantage accorder leur confiance aux autorités. Et on a également une sous-section sur les personnes qui sont diplômées de filières scientifiques. Et donc, nous voyons que pour la confiance dans les autorités, 29% pour les Français en général, pour les centrales, 37% pour les personnes qui ont suivi une formation scientifique. Pour les déchets radioactifs, on passe de 22 à 28%. C'est un des exemples de tri croisé que l'on peut faire et qui est assez intéressant. On va le voir aussi, par exemple, je mentionnais les positionnements politiques précédemment. On va voir que, de manière générale, sur les sujets nucléaires, les personnes de droite ont tendance à davantage faire confiance aux autorités que les personnes de gauche, sur ces sujets-là. Ce n'est pas forcément le cas sur tous les sujets. De manière générale, sur la question de confiance, on constate une baisse des niveaux de confiance pour la canicule, 28% qui perd 4 places, ça je l'avais mentionné. Les perturbateurs endocriniens qui sont les moins bien positionnés en 2020 et qui ont reculé de 5 places. Et nous avons aussi une baisse assez importante de la pollution sonore. Alors là, on n'a pas d'explication scientifique parce qu'on n'a pas pu creuser le sujet. On a une interprétation potentielle, une hypothèse qui serait de dire que pollution sonore, au moment où on sort d'un confinement, d'une suite de confinement, est-ce qu'on a un lien entre les personnes qui ont bénéficié, pour certaines, d'une baisse de la pollution sonore, je pense à toutes celles qui habitent à proximité d'aéroports et autres, et inversement, on a des personnes qui ont subi le bruit, ayant été confinées dans des appartements et autres, qui ont subi le bruit des voisins et autres. Et d'une manière ou d'une autre, donc, la perception de la pollution sonore a pu évoluer et ça a pu renforcer une sensibilité à cette situation. Là, c'est vraiment une hypothèse qui demanderait à être testée. La question de la défiance, c'est ce que je mentionnais tout à l'heure. Réponse non à la question avez-vous confiance? On note, on a vraiment une différence entre les réponses oui et les réponses non. Pour certaines situations à risque, on voit que plus les réponses oui sont importantes, plus les réponses non sont faibles. En revanche, on note un certain nombre de situations pour lesquelles on a des réponses oui importantes et parfois aussi des réponses non importantes. Donc les deux ne sont pas forcément, n'évoluent pas forcément de manière symétrique. La défiance est particulièrement forte pour les pesticides, 61% de réponses non. La pollution des sols, les pandémies et les déchets chimiques, 54, 53, 52% de réponses non. Et un sujet intéressant pour illustrer ce que je viens de dire, c'est le terrorisme. Le terrorisme fait partie des situations pour lesquelles les Français disent le plus « oui, j'ai confiance ». En revanche, le terrorisme fait aussi partie des situations pour lesquelles les Français disent de manière massive « je ne fais pas confiance », voire « je ne fais pas du tout confiance ». Donc c'est une situation qui est extrêmement polarisante. En 2020, nous avons posé une question semi-ouverte sur les représentations du coronavirus. C'est la deuxième fois qu'on faisait cela. On l'a renouvelé en 2021 sur le vaccin et en 2019, la question posée sur le mot nucléaire.
La question est la suivante: qu'est-ce qui vous vient en premier à l'esprit quand vous entendez le mot coronavirus? Et donc, c'était le mot nucléaire et cette année, c'était le mot vaccin. Veuillez indiquer les 5 premiers mots qui vous viennent à l'esprit. Et donc vous voyez qu'en premier mot, qui est proposé, enfin que les Français, proposent, nous avons principalement des termes descriptifs, c'est-à-dire pandémie, virus, puis des références à l'effet du virus, maladie, mort, et ensuite on trouve la peur ou le danger, tous les registres associés à la peur, au danger, au risque, etc. Ensuite seulement viennent les références à la politique sanitaire, les masques, etc. Pour la totalité des mots, donc quand on prend l'ensemble des mots cités et qu'on regarde, donc on a moins cette notion de priorité, voilà ce qui sort en premier, voilà ce qui sort en second. Dans ce cas-là, on trouve tout de même les termes descriptifs et le champ lexical de la peur et du risque qui sont, atténués. En revanche, on trouve les références à la mort, au décès et à la politique sanitaire qui augmentent. Donc qui sont, secondaires, c'est-à-dire qui ne sont pas cités en premier, mais quand on prend la globalité, ces termes-là augmentent. Alors l'intérêt quand même pour nous de faire ce genre de poser ce genre de questions, c'est qu'ensuite on peut faire des croisements, et on peut, proposer, toutes nos données aux chercheurs en psychologie sociale, par exemple, qui vont pouvoir faire des croisements et croiser les réponses, faites par telle ou telle personne et se rendre compte que, par exemple, les personnes qui ont davantage répondu, peur ou risque ou danger, vont répondre de telle ou telle manière à d'autres questions, proposées dans le baromètre et c'est assez intéressant pour, créer des typologies de répondants, dans un souci d'améliorer derrière la réponse que l'on peut donner, au risque. Une question sur l'acceptabilité des installations. Heu, la question est très simple: accepteriez-vous de vivre près de telle installation ou telle installation ou telle installation? De manière globale, on constate que, l'acceptabilité de l'ensemble des installations qu'on propose est faible. Les 2 les plus acceptés sont le parc éolien à 41 qui va subir en 2021 une forte baisse et les antennes relais pour téléphone portable à 36 donc dans l'enquête 2020 et ensuite on trouve, 4 situations entre 15 et autour de 20 lignes à haute tension, centre de recherche nucléaire, zone sismique, centrale nucléaire et puis, des situations entre 5 et autour de 10 les installations les moins acceptables étant les 2 installations chimiques, centre de stockage de déchets chimiques et installations chimiques, importantes, puis les décharges d'ordures ménagères et les sites de déchets radioactifs. Venons-en maintenant à la partie nucléaire. Alors, l'opinion des Français sur l'énergie nucléaire. On a reposé l'année dernière des questions, anciennes du baromètre. C'est un des intérêts du baromètre, c'est qu'on peut, ressortir de vieilles questions qui n'ont pas été posées depuis un certain temps pour faire un point de données et voir où en est l'opinion sur cette question-là. On a reposé ces questions-là cette année, on ne les posera pas forcément toutes les années, on pourra arrêter de les poser un peu et puis les reposer, ultérieurement pour voir où on en est. Mais voilà un des intérêts du baromètre et en 2020, novembre 2020, qu'est-ce qu'on constate? Une opinion qui est divisée sur le programme nucléaire et sur son avenir. Le regard a posteriori sur le nucléaire est plutôt bienveillant. Quand on demande, on lit une proposition et on demande, aux Français de se positionner. La proposition, c'est par exemple: «La construction des centrales nucléaires a été une bonne chose» et 53 nous disent oui, 18 nous disent non. Dans les années 80-90, on voit qu'on avait 2 blocs qui rassemblaient à peu près, 30 des réponses chacun.
Là, on a vraiment un fort positionnement, un positionnement majoritaire pour nous dire: «Bah oui, je pense que ça a été une bonne chose». Et on a une autre question qui propose: «Le nucléaire a été un bon choix, un mauvais choix ou un choix réaliste?» On a, en 2020, 29, donc à peu près un tiers des Français qui nous disent: «Ça a été un bon choix» et 48 qui nous disent: «Ça a été un choix réaliste». Donc si on fait le total, là encore, en couplant les réponses à ces 2 personnes, on voit qu'a posteriori, les Français nous disent, «Ouais, le nucléaire, a posteriori, c'était plutôt pas mal». Maintenant, heu 2 propositions. L'une: «Il faut continuer à construire des centrales», oui, non. L'autre: «Il faut fermer les centrales nucléaires». Sur la question de la construction de nouvelles centrales, nous avions des réponses entre 1986 et 99 autour de 60 de «Non, pas d'accord, il ne faut pas construire de nouvelles centrales». Là, on a une baisse de cette portion de Français qui sont contre la construction de nouvelles centrales en 2020 et on a une augmentation, par rapport à 99 en particulier. On avait 11 des Français qui nous disaient: «Oui, je suis pour la construction de nouvelles centrales». On en a 30 qui nous disent: «Je suis pour la construction de nouvelles centrales». Donc c'est assez intéressant. On a quand même une proportion forte de Français qui restent opposés, 45, mais on a, 30 maintenant qui nous disent, enfin en 2020, qui nous disent: «Oui, je suis, favorable» et on a 26, ce chiffre est à peu près stable, qui nous disent, qu'ils sont indécis. Concernant la fermeture des centrales, là, on avait, en revanche, autour de 60 qui étaient contre la fermeture des centrales, 56 en 92. Là, ça devient 32. Donc on a, l'opposition à la construction des centrales qui baisse, mais parallèlement, on a l'opposition à la fermeture qui baisse aussi. Donc on a vraiment une opinion qui est assez divisée sur le sujet. Et inversement, on a quand même 38 qui nous disent: «Oui, il faut fermer les centrales nucléaires». On en avait 19 en 1992. Alors sur ces sujets-là, je ne vais pas vous donner les résultats 2021, mais simplement vous donner une indication en vous disant que les résultats bougent très sensiblement et ils bougent très sensiblement en faveur du nucléaire. Le résumé pour l'année, pour les résultats de 2020, c'était: a posteriori, je porte un regard plutôt favorable. Mais je ne reste pas complètement favorable, je ne suis pas complètement favorable à, la construction de nouvelles centrales, tout en étant un peu plus favorable qu'avant à la fermeture des centrales actuelles. Voilà. Argument pour l'énergie nucléaire. Heu, on pose une question, depuis 2002 sur principaux arguments pour, principaux arguments contre le nucléaire. Argument pour, je vais passer assez vite, c'est systématiquement, vous le voyez sur cette courbe, l'indépendance énergétique qui arrive en tête, un peu moins en tête qu'auparavant, mais tout de même significativement en tête et en 2, on a la question, économique, le coût de l'électricité et là encore, on reste stable, sur les résultats 2021, on a en troisième la faible émission de gaz à effet de serre qui reste relativement en retrait, sur ce sujet-là. Argument contre l'énergie nucléaire, là on a une inversion des courbes en 2020 et qui est confirmée en 2021. Jusqu'à présent, à l'exception de l'année 2009, nous avions le risque d'accident qui était le premier argument contre le nucléaire pour les Français. Et en 2020, on voit, les déchets radioactifs qui passent en tête, donc pour la première fois depuis 2009 et inversion confirmée, en 2021. Donc là, il y a vraiment des choses à creuser, pour mieux comprendre, cette évolution.
sachant que donc malgré tout, on a ces 2 arguments qui restent en tête par rapport aux autres, les autres étant autour de 10 et en dessous. Notons tout de même que nous proposons l'émission, parce que nous sommes des petits malins, nous proposons l'émission de gaz à effet de serre à la fois comme argument pour et comme argument contre. Et que, nous avons croisé les résultats et que nous avons quand même des personnes qui nous citent l'émission de gaz à effet de serre à la fois comme argument le plus fort pour et comme argument le plus fort contre. Ça, c'est assez intéressant. Notons que d'autres études, signalent que, les Français ne sont pas forcément conscients que le fonctionnement d'une centrale nucléaire ne génère pas de gaz à effet de serre. Alors là, je ne parle pas de l'ensemble du cycle qui, lui, va en générer un peu, mais le fonctionnement de la centrale lui-même, cette information n'est pas encore passée. Perception des déchets nucléaires et de leur gestion. Nous avons posé l'an dernier une question de connaissance. À votre avis, que fait-on actuellement des déchets très peu radioactifs en France, nommés déchets de très faible activité? La bonne réponse étant la première, ces déchets sont définitivement placés dans un centre de stockage de surface et nous avons 49% des Français qui nous donnent cette réponse, mais nous avons 27% qui nous disent que ces déchets sont envoyés vers d'autres pays, ce qui est illégal. 13% qui nous disent qu'ils sont réutilisés comme remblais dans des chantiers de construction nucléaire, ce qui, en 2020, est illégal. Et ces déchets sont placés définitivement au fond des océans, ce qui est également illégal. Donc là, qu'est-ce que cette question nous apprend? Que les Français n'ont pas cette connaissance sur le mode de gestion des déchets nucléaires, notamment des déchets très peu radioactifs. Les Français sont également sceptiques vis-à-vis de la possibilité de stocker les déchets de façon sûre. Cette question est une question qui était posée dans les années 80 et qui a été posée pour la dernière fois en 1992. Aujourd'hui, il est possible de stocker les déchets nucléaires de façon sûre. Nous sommes à peu près stables, légère amélioration de la perception sur ce sujet-là, mais pas de changement phénoménal. Toujours à peu près, voilà, à peu près 3/4. Légère amélioration des réponses positives. Nous avions 23% en 92, nous avons 29% cette année et 42% qui nous disaient: «Non, c'est pas possible», 39% en 2020. Donc relative stabilité sur ce sujet-là. Les attentes des Français en matière de sûreté nucléaire. Là-dessus, nous posons une question sur les propositions relatives aux installations nucléaires et demandons si, les Français sont, d'accord, ou pas d'accord. L'impact des installations nucléaires, préoccupe globalement, mais on note, une certaine confiance vis-à-vis de l'organisation actuelle de la sûreté. Une exigence de précaution. Les exploitants des sites nucléaires doivent protéger leurs installations de tous les risques, même ceux jugés très improbables. 63% de tout à fait d'accord, 23% de plutôt d'accord. Et on note une préoccupation quant à l'impact des installations sur l'environnement, avec 63% des Français qui estiment qu'une contamination des nappes phréatiques est possible. Et l'impact sur la santé, avec seulement 36% des Français qui pensent qu'autour des installations nucléaires, les habitants sont en aussi bonne santé qu'ailleurs. Et enfin, une question sur la confiance et la crédibilité, la compétence et la crédibilité des acteurs du nucléaire. Nous positionnons les différents acteurs sur une double échelle. Selon les réponses à la question dans le domaine de l'industrie et de l'énergie nucléaire, pensez-vous que les intervenants et organismes suivants sont d'une part techniquement compétents et d'autre part sont des sources d'informations de confiance? Et on constate en réponse à ces questions-là que les plus compétents et crédibles sont, et c'est encore le cas cette année, c'était le cas l'année d'avant, les 3 acteurs les plus compétents et les plus crédibles, dans le domaine sont le CNRS, l'IRSN et l'ASN pour, les répondants.
Les moins compétents sont femmes et hommes politiques de manière générique, journalistes et syndicats. On note que les élus locaux sont mieux notés que les femmes et hommes politiques de manière générale, et mieux notés en termes de confiance que le gouvernement, mais moins bien noté en matière de compétences. Les acteurs publics de manière générale, donc on a le CNRS, l'IRSN, l'ASN, on a le Haut Comité à la transparence, sont relativement bien notés. En matière de compétences, on note quand même que tous les acteurs qui ont nucléaire ou qui semblent avoir, selon leur dénomination, un lien direct avec le nucléaire sont les mieux notés. Ça va être le N de nucléaire pour IRSN, le N de nucléaire pour ASN, le N de nucléaire pour le HCTISN, mais le CEA aussi qui est connu, l'ANDRA qui a le N de nucléaire. Ces acteurs-là vont être positionnés comme les plus compétents. On note aussi EDF qui est noté comme plus compétent que les acteurs plus société civile, etc., parce que EDF est connu comme étant un acteur du nucléaire. Voilà pour... Juste une question. Oui. On a vu sur ce schéma qui est intéressant, la compétence et l'ordonnée, c'est quoi? C'est la confiance? C'est source d'information de confiance. Oui, c'est ça, ouais, d'accord. Voilà, source d'information de confiance. Sur votre schéma, parce que c'est important. Oui, effectivement, oui. Ouais. C'est vraiment bien. Et donc, ça conclut ma présentation. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je suis toute oui si vous avez des questions. On va poser. Il y a le micro là, je crois. Vous m'entendez ou pas? J'entendais dans le micro et je vais essayer de faire un zoom. Qui vous accompagne, Harris, j'ai oublié le nom, Harris Interactive, c'est ça? Oui, pour cette année, l'année dernière, en fait, on travaille avec Harris depuis l'année dernière. Ah d'accord, c'est des marchés que vous passez chaque année Alors non, on essaie justement de garder de la stabilité. C'était BVA qui menait l'enquête historiquement. Oui. Pour des raisons de marché public et d'appel d'offres, voilà, on est soumis aux mêmes règles que pour tout le monde, que tout le monde, et pour des raisons conjoncturelles, du côté de BVA qui changeait de prestataire pour mener le terrain d'enquête et qui changeait de personnes référentes chez eux en parallèle pour suivre l'enquête. Et pour des raisons de coût également, puisqu'ils n'étaient pas compétitifs par rapport aux concurrents. Nous avons pendant 2 ans travaillé avec l'Institut CDA. D'accord. Et puis, avec le confinement, et c'est une question qu'on se posait depuis un certain temps, nous avons décidé de passer à une enquête en ligne. Et donc, pour ce faire, nous avons lancé un nouveau marché. C'était une enquête c'était un marché pour 1 année pour voir. Et Oui. donc, à la suite de ça, on a renouvelé pour 2 ans. Et là, on va passer un marché pour 4 ans. Donc, le coût à peu près, enfin, pas à peu près, le coût d'une enquête comme ça sur l'année, là, justement? Alors, pour le baromètre, on a plusieurs postes de dépenses. L'enquête elle-même, pour vous donner un ordre de grandeur, une enquête en face à face telle que le baromètre, c'est autour de 50 000 € quand on ne fait que l'enquête. C'est-à-dire que nous, on demande les résultats bruts, on récupère des tableaux Excel et on fait l'analyse nous-mêmes. 50 000 €, mais ça, c'était sur les 1000 que vous disiez au Ça, début. c'était 50 000 € pour 1000 entretiens en face à face. Ah ouais, c'est pas très cher, d'accord. Voilà. Ensuite, échantillon national.
Ouais. Quand on va sur des échantillons locaux ou avec des caractéristiques plus fines, là, ça monte beaucoup plus. Et idem quand on demande de l'analyse. Aujourd'hui, on est sur des tarifs beaucoup moins élevés. Une enquête auprès de 2000 personnes en ligne, c'est à peu près c'est entre 10 et 15 000 euros. Pareil brut, et après, si on veut du traitement, Voilà, si on veut du traitement, ça va autour de 40 45 000 euros. Selon le traitement, ça peut aussi aller au-delà. ah oui, je pensais, non, mais ça me paraît raisonnable en fait. Oui, Euh, tout à fait. D'accord. C'est vrai. Oui. Une question peut-être complémentaire. Vous avez parlé des catégories socio-professionnelles, de l'âge, de l'orientation politique, des choses comme ça. Et vous avez des gens, enfin, je suppose quand même que vous avez. Les lieux de résidence sont importants quand même pour ces enquêtes-là. Donc, c'est le territoire national, mais alors, est-ce qu'il y a l'outre-mer? C'est une question. Ou est-ce qu'il y a. Enfin, est-ce que vous prenez la proportion? Je suppose que les enquêtes se font avec la proportion ville, campagne ou grandes agglomérations, etc. Oui, donc on a un échantillon qui est représentatif. On a la métropole, on n'a pas l'outre-mer. On a un échantillon qui est représentatif de la population française selon les catégories statistiques traditionnelles, c'est-à-dire qu'on croise deux types de paramètres. On a le genre, l'âge et la catégorie socio-professionnelle d'un côté, et on croise avec la taille d'agglomération et la région d'habitation. Et c'est un des intérêts d'ailleurs d'avoir un échantillon de 2000 personnes, c'est par rapport à 1000, c'est qu'avec 2000, on peut faire des sous-échantillons qui restent statistiquement assez représentatifs. Genre, taille d'agglo, région. Ludivine, éventuellement, enfin, nous, on envisageait de lancer des enquêtes. Alors, au-delà du partenariat possible avec l'IRSN, sur lequel je vous recontacterai pour ajouter des questions, accéder au cahier des charges pour voir un peu les préconisations qu'il faut demander sur ce type d'enquête, c'est quelque chose qui est possible ou pas? Sans problème. Ah, super. Merci. Il y a des questions des gens qui sont connectés. Vous avez regardé le chat. Vous êtes combien, l'IRSN, à travailler? Enfin, j'ai cru comprendre que votre avenir professionnel allait prendre un nouvel élan, mais vous êtes combien Alors, ça a été un souci ces dernières années. À un moment, on a été moi et que moi. Ah, d'accord. Et puis on était moi et un demi-poste. Là, j'ai pu recruter une personne qui donc va reprendre la coordination du baromètre. Et donc il y a une personne à temps plein sur le sujet. Bien, écoutez, on n'a pas vu beaucoup de questions sur le chat, mais en tout cas, c'était extrêmement intéressant pour nous tous ici, enfin, pour ceux qui écoutaient aussi, évidemment. C'est vrai que ce baromètre est suivi moi je le suis depuis très longtemps, et c'est vrai que il faudrait peut-être le promouvoir d'ailleurs dans toutes les structures qui font de la communication, de l'information sur les risques, etc. Mais c'est vrai qu'avec cette volonté aujourd'hui du ministère de l'Environnement de faire de la culture du risque, je pense que c'est vraiment intéressant et important. Et on développera ce genre de choses. Alors les partenariats, la communication, peut-être des enquêtes un petit peu spécifiques. Là où vous êtes plutôt centré sur le nucléaire, la culture du risque, c'est le nucléaire, mais aussi les risques industriels, les risques naturels, etc. etc. Tout à fait. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas
parle beaucoup, quand on parle de résilience, on a souvent des discussions où quand on parle de culture du risque, alors, il y a des gens qui disent culture de la résilience, culture de la sécurité, c'est des choses qui sont un peu différentes. Est-ce qu'on intègre les pandémies? Est-ce qu'on intègre la cybersécurité là-dedans aussi? Ça peut être une question. Mais c'est des choses qui sont extrêmement importantes justement pour cette culture du risque et pour le partage et pour que les gens puissent, en toute connaissance de cause, vivre dans un environnement complexe et qui peut les agresser d'une façon ou d'une autre. Donc, à mon avis, ces enquêtes sont extrêmement intéressantes et importantes. Je pense qu'on aura certainement des partenariats à nouer pour que les décideurs, quels qu'ils soient, comment c'était les autorités, que les autorités, mais également les gens qui peuvent maîtriser les risques, donc je pense au nucléaire ou aux industriels, enfin, tous les risques anthropiques ou les gestionnaires de barrages, par exemple, ou le transport de matières dangereuses, puisque vous avez ça dedans, puissent être intéressés, être impliqués certainement là-dedans, parce que je pense que ce sera extrêmement intéressant pour leur formation peut-être. Et on parle d'ailleurs sur la culture du risque, sur les risques même naturels. On a une grosse action à faire sur les gens qui font de la construction, par exemple, les architectes, les gens qui… Et donc, tout ça, ça peut améliorer cette visibilité, cette vision qu'ont les gens sur la maîtrise des risques et se sentir en sécurité. Il n'y a pas que les autorités qui font ça, il y a aussi les gens qui sont… les constructeurs des habitations ou les gens qui font les routes qui peut-être peuvent contribuer à cette culture là-dedans et savoir ce qu'on peut demander aux gens. Tout à fait. C'était extrêmement intéressant. On reviendra vers vous et on a enregistré ça. On le diffusera parce que pendant que vous discutiez, on a eu quelques idées de montrer cet enregistrement à des personnes qui n'étaient pas là ce matin. On va diffuser ça. Merci de votre intervention. Mais de rien, c'était avec grand plaisir. Merci. À très bientôt. À bientôt. Au revoir.